Mais c'est juste au niveau du mot rupture, enfin, ça signifie plein de trucs différents, donc je me demande. Ouais, au niveau, par exemple, du deuil et tout. Moi, j'ai perdu mon père il y a 2 ans maintenant. Il est mort après 1 an de cancer. Donc il avait un cancer du côlon et des métastases au niveau du foie. Donc c'est vraiment pas la maladie classe, tu vois. C'est vraiment le truc. Enfin, de toute façon, le cancer, c'est. Tu vois la personne vraiment dépérir petit à petit. Donc c'est un peu. Enfin, je pense qu'au niveau. Si je devais parler de la rupture, je pense que je parlerais déjà de ça. Le fait que tu romps déjà avec la personne que tu connaissais et la personne qui est malade et qui est plus du tout la même personne en fait. C'est vraiment quand tu arrives à un stade où tu vois par exemple la personne ailleurs, enfin même en dehors d'elle-même, enfin je sais pas, c'est assez troublant. Puis du coup je l'ai perdu quand j'avais 18 ans. Ça aussi c'est assez troublant parce que bah, du coup tu passes vraiment de père que tu as eu quand tu étais gamine, quand tu étais enfant, et vraiment 18 ans, enfin, dans notre société c'est un peu le rite de passage, la majorité, le droit de vote, le machin. Le truc où tu sors du lycée, tu es censé devenir un adulte et tout. Ça fait ouais, un gros choc, on va dire, une grosse coupure dans la vie où vraiment j'étais en mode ok, bah, je me retrouve un peu seule. Je me retrouve genre sans mon père qui m'a accompagnée, donc vraiment je me suis dit ok, je peux plus être une enfant. Enfin, c'est vraiment le décalage quoi, qu'il y a avec tout ce que tu vis avant, tout ce que tu vas devoir vivre après. Donc c'est un peu ça qui m'est venu en tête quand tu m'as dit rupture. Enfin, j'ai un peu pensé du coup avant quand tu m'as dit ouais bah du coup je fais un projet sur la rupture et tout. Ça a un peu tout changé dans ma vie, donc je pense qu'il y a ça aussi, le fait que tu passes d'un état à vraiment un autre et c'est totalement différent et c'est la reconfiguration familiale, les responsabilités que tu dois prendre, l'héritage, des trucs comme ça. Enfin, je pense que ça aussi, ça m'a fait beaucoup passer de enfant à adulte. T'es obligé de prendre sur toi, t'es obligé de faire des choses que tu ferais pas avant parce que c'est tes parents qui s'en occupaient. Et vraiment, j'ai dû me retrouver en mode ok, avec ma mère maintenant, je vais devoir être un peu d'égal à égal. Il y a 18 ans, c'est un peu. Enfin, je sais qu'il y a plein de personnes qui vivent ça et qui ont vécu ça même à des âges plus tôt, on va dire, mais je sais pas, t'as vraiment ce truc-là de. C'est plus la même chose. Elle change tout. Enfin, c'est. Enfin, de toute façon, moi je pense fondamentalement que chaque rupture, chaque césure, on va dire, d'un état à un autre de ta vie, enfin, chaque. Je sais pas, en fait, pour moi, une rupture c'est fondamentalement violent et c'est fondamentalement quelque chose qui va te marquer au bout de ta vie, enfin, qui va te construire en tant qu'être humain. Et je sais, bon, là je suis pas tout à fait reconstruite, enfin, je suis plus dans l'idée d'appréhender encore tout ça et. Enfin, voilà, l'idée de tout ça, mais je sais fondamentalement que j'aurais pas été, enfin, je serais pas la même personne et je ne vais pas être la même personne en fait. Si mon père était encore là, que là maintenant, en tant qu'individu, je vais pas du tout. Ouais, ça va marquer véritablement quelque chose. Ouais, je pense que je réfléchis beaucoup au mot rupture et tout ça. Je me dis ok, il faut que ce soit, faut qu'il y ait un sens particulier, mais je pense qu'en fait le deuil c'est un truc aussi tellement personnel que les gens le vivent vraiment de façon totalement différente et moi je l'intellectualise beaucoup parce que aussi la relation que j'ai eue avec mon père était une relation très intellectualisée et donc j'ai pas eu du tout j'ai eu une rupture émotionnelle mais qui vient que là maintenant, genre c'est vraiment au bout de 2 ans où véritablement j'ai rompu avec le contact de cette personne que je me dis ok là il y a un problème, qu'avant je me disais c'était beaucoup plus un truc de ok il va falloir régler des papiers, il va falloir organiser la maison, reconfigurer les trucs, faire disparaître un peu les traces. Enfin, je veux dire, ma mère, elle a fait un gros tri dans les affaires, dans les fringues, dans les trucs comme ça. On a dû jeter des trucs. Il y a un peu ce truc-là de faire disparaître, du coup, un peu de cacher, de faire en sorte que ça se voit plus, même s'il y a toujours des reliques. Enfin, de toute façon, genre, il y avait une pièce dans ma maison qui était le bureau de mon père, et vraiment pendant 2 ans. Maintenant, ça commence à changer. Mais c'est encore un peu le cas, c'était un peu le mausolée, enfin, il y avait encore son bureau, ses papiers, tout ça, et on n'osait pas trop toucher, et c'était un peu. Il y avait comme cette pièce qui symbolisait encore une présence qui était plus là.
Donc c'est un peu compliqué. Mais je sais pas. Je sais pas vraiment si. En même temps, je me dis, tu vois, je pense que je pourrais jamais rompre vraiment avec mon père. Parce que ce sera toujours continuellement là, quoi. Ce sera toujours en permanence, tout au bout de ma vie. Il y aura toujours des photos, des souvenirs. Puis même rien que le fait d'avoir eu cette rupture physique, ça m'a marqué et ça va continuer de me marquer. Donc je sais pas si on peut véritablement appeler ça une rupture. Enfin, vu que dans le temps ça va continuer, ça sera toujours en moi. Donc voilà. Alors en fait, moi du coup je vais te parler du métier que j'exerce actuellement. C'est-à-dire que je suis marin. Là en fait, là où ton projet se réunit avec mon métier, c'est le temps passé en mer. C'est-à-dire que l'expérience en tout cas que j'ai de la mer, c'est seul sur un bateau avec 30 personnes et ce pendant quelques mois. Donc le côté rupture en fait est surtout dans la façon d'être, dans ton rapport à l'autre. Et on oublie très rapidement comment on se comporte en société en général. Vu qu'on a nos propres règles, la loi s'applique, mais c'est le capitaine qui décide en fait de ce qui est légal ou pas. Il a aussi le pouvoir de même te mettre en prison en fait. Donc en fait ça crée vraiment une forme une forme de gouvernement si je peux dire, très différente de ce qu'on vit. Et j'ai remarqué aussi quand je reviens de voyage, j'ai absolument pas le même regard. Déjà le sol qui bouge plus. Et j'ai l'impression que je souris beaucoup. Malheureusement, quand on est en mer, on a envie d'être à terre, et quand on est à terre, on a envie d'être en mer. Mais bon, ça c'est toujours les éternelles tortures du marin, quoi. C'est à peu près ça en fait. C'est vraiment la façon de se comporter, son rapport à l'autre, le fait d'y retrouver une forme de famille en fait. Quelqu'un les gens seront toujours là, bon, on chamaille comme toutes les familles, on se gueule dessus, même des fois ça peut arriver qu'on se tape. Mais ça crée des liens très très forts que jamais en fait à terre on peut créer ça avec certains amis, mais c'est vraiment ce côté, c'est changer sa façon de vivre, mais de tout au tout. Je suis très heureux de partir, de justement connaître cette rupture-là, parce qu'au moins les problèmes qui sont à terre restent à terre. Et au moins ça permet de s'échapper en fait, vraiment de s'échapper, de se retrouver seul au milieu de nulle part en fait. C'est comme... c'est assez dur à imaginer, mais admettons quand t'es à la plage, tu vois l'horizon, tu te dis ouais c'est joli, mais quand c'est à 360 degrés autour de toi, là tu te rends compte que ouais c'est vraiment pas... déjà c'est éprouvant physiquement et aussi psychologiquement, mais encore une fois c'est un coup à prendre, c'est un métier, ça s'apprend. Surtout cette pression psychologique en fait qui est toujours là, de se dire que il peut arriver n'importe quoi, on peut pas appeler d'urgence quoi que ce soit. D'ailleurs pour ça qu'on est formé à éteindre des feux, à recoudre des plaies ou des trucs comme ça, parce qu'on sait jamais en fait ce qui peut arriver. Et c'est justement en fait toujours rester en alerte, mais on finit par oublier en fait ce côté dangereux. Au début on l'a à l'esprit quand même, mais on finit par l'oublier parce que ça devient banal. Mais banal dans le sens où c'est normal quand on est en mer, alors que vraiment à terre ça n'a rien à voir. Si on a envie de manger un burger, on commande, on fait ça, tac, on a tout est à portée de main en fait. Même une douche, même l'eau, il y en a toujours. Bon après il y a la facture à la fin du mois qui est un peu gonflée, mais même en mer il faut économiser l'eau douce, parce que l'eau douce on n'en a pas à l'infini, il faut essayer de se rationner tout ça, et c'est justement en fait ce côté-là, c'est pas forcément de la survie, absolument pas d'ailleurs, parce qu'il faut absolument pas se priver quand on est en mer, mais c'est surtout le fait de toujours avoir ça à l'esprit, toujours avoir les petits détails qui font que ça change du tout au tout. Mais il faut le voir pour le comprendre je pense, mais même déjà en essayant d'expliquer, je pense qu'on peut se faire déjà une idée de ce que c'est. Au début, je me retrouvais à la fin de mon quart. Donc un quart c'est toi, période de travail. À la fin de mon quart, je me retrouvais à l'arrière du bateau à fumer une clope et sincèrement, réellement me demander qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi ? À quel moment ça a dérapé ? Il y a quelques années, j'étais dans la chimie et puis là, du tout au tout, au début, on se demande vraiment en fait comment ça se passe, genre pourquoi est-ce qu'on est arrivé là ?
qu'est-ce qu'on fout là? Mais justement, quand on a goûté à ce style de vie et que par chance il nous plaît, bah on peut plus s'en passer quoi. C'est vraiment le fait d'être complètement déboussolé. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vieux marins qui se comportent à terre comme en mer. Ce qui mène des fois à des comportements parfois violents et aussi de ne plus faire la différence entre bien se comporter en société et bien se comporter sur le bateau. Il y en a qui ont du mal encore à faire. Avec le temps, il y a cette rupture-là que je vis aujourd'hui, parce que moi je suis encore jeune, j'ai pas 40 ans de navigation, mais en fait cette rupture-là qui paraît logique et inévitable entre ces deux mondes, ça commence en fait avec l'âge ça commence petit à petit à former un tout. Et là encore un exemple de rupture, je suis dans la chimie, je savais pas quoi faire, j'étais pas forcément bien dans ma tête à ce moment-là. Et de but en blanc, on m'a dit bon, on prend rendez-vous avec conservation, elle m'a dit ça à Saint-Malo. Puis bon, pour la petite histoire, j'avais un petit peu bu quand même avant. Et du coup, je suis ressorti avec le papier, je savais pas ce que c'était. Et en septembre, je suis arrivé avec le papier de mon inscription, une image prise sur Google Maps. Et je me suis dit, bon, ça doit être là. Et c'est là où j'ai appris déjà que j'allais être mécanicien, électricien et ensuite marin. Déjà, j'ai un régime social différent, c'est-à-dire que moi, je ne cotise pas à une caisse d'épargne normale. En fait, l'ENIM, c'est un organisme. Donc en fait, tout a changé à ce moment-là, quand je suis rentré dans la marine marchande. C'est la plus grosse rupture le plus gros dépaysement, je sais pas si ça se dit, le plus gros dépaysement que j'ai eu jusqu'à présent. Alors je pense déjà qu'une rupture, que ce soit au niveau émotionnel, matériel, familial, tout ce qu'on veut, il y a un avant et un après. Et souvent, plus c'est dur une rupture, plus il y a de changements après. Et là dans les ruptures, dernièrement une rupture amoureuse qui a été très 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 difficile, maintenant je suis au top niveau de ma vie et c'est génial. Du coup, je pense que ça amène du bon comme du moins bon et c'est nécessaire à la vie, les ruptures. Même d'un lieu, de déménager, ça apporte toujours quelque chose de nouveau. C'est nécessaire. Moi, les ruptures, quelles qu'elles soient, elles sont nécessaires, elles n'arrivent pas pour rien. Et je pense que les ruptures amoureuses sont quand même les plus dures. Ça c'est sûr, parce qu'il y a un lien, les ruptures émotionnelles avec des personnes, même au niveau de la famille, je pense que c'est celles-ci les plus dures. Quand on a vécu des choses, donc tu tisses des liens et puis tout d'un coup tout se termine, donc une part s'enlève de toi et tu peux vite souffrir. Enfin tu souffres en général dans tous les cas. Sinon je pense que c'est pas une rupture. Je pense qu'une rupture ça implique souffrance, mais aussi naissance. Ah si, il y a une rupture aussi qui me vient, c'est celle de ma passion, le cheval, l'équitation que j'ai fait pendant plus de 10 ans et que je voulais travailler dedans, je voulais m'investir et au final c'était vraiment très 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 difficile. Du coup c'était une rupture aussi que j'ai pas choisie, où je me suis retrouvée en ville, tout le contexte a fait que je pouvais plus faire de cheval et aujourd'hui encore ça me fait pas mal souffrir. Et là, c'est clairement une rupture d'une passion. Et ça me manque en fait. Ça me manque et je pense tant que j'en referai pas, ça me manquerait toujours. Et ça a été très dur de l'admettre. J'ai été beaucoup dans le déni et... même relation amoureuse en fait, ça a été un peu pareil. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément venir et en fait quand c'est là et que c'est fini, on le sent bien. On le sent bien et ça fait mal, mais c'est comme ça. Après là-dessus, j'ai pas appris grand-chose au final de cette rupture-là. À part que je vais m'y remettre, ça c'est sûr, c'est le but de ma vie. Là oui, en guise d'expérience, je pense que je suis bien parce que là je vais tout quitter. Je quitte les amis, la famille, tout ce que j'ai jamais connu. C'est vraiment une méga rupture de tout. Et c'est un nouveau départ. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre et au final, ce qui est le plus dur, c'est vraiment les personnes. Quitter les personnes, quitter les ambiances qu'il y a aussi, les différentes ambiances pour un renouveau, donc c'est chouette, mais ça fait peur quand même. Et je pense que je me rendais pas compte avant d'y être, parce qu'on en parle j'en parlais de partir, mais je comprenais pas tout ce que ça impliquait derrière en fait, de tout ce que j'allais quitter, et là je l'ai capté.
Et ouais, c'est un bon gros départ et de tout quitter en même temps, en fait, c'est génial, mais c'est dur. Ouais, alors on peut aussi parler, je pense, au niveau de la famille, la rupture avec les parents, qui est quand même, je pense que ça arrive à tout âge. Il y en a, ça arrive à 12 ans, d'autres à 25 ans, d'autres jamais, d'autres dès le début. Et c'est vrai que moi j'ai coupé le cordon, comme on dit, vraiment il n'y a pas longtemps, où je me suis libérée de cette emprise en fait qu'avaient les parents, quoi, une pression inconsciente où au final on fait les choses pour eux et pas pour nous. Et ça fait beaucoup de bien d'avoir coupé ce cordon, c'est hyper salvateur de enfin se sentir soi, de pouvoir faire ce qu'on veut sans culpabiliser de décevoir ou tout ça. Et je pense que c'est une rupture nécessaire si on veut vraiment avancer, grandir, enfin devenir adulte en fait. Et je pense que selon les ruptures, il y en a des douces, il y en a des dures, et je pense la manière dont on fait, là je parle peut-être plus de rupture amoureuse, mais la manière dont c'est fait, ça peut aussi impliquer beaucoup de différences dans le futur, je pense. Et que si une rupture elle est bien faite, je pense que ça peut que nous apporter du bien-être, enfin du bonheur en tout cas. Même si on le voit pas tout de suite sur du court terme, mais sur du long terme, ça nous sert forcément à quelque chose. Vraiment cette notion de coupure, de passé, de futur, et que ouais, si on le vit, c'est pas pour rien, et c'est chouette. Parce que ça implique forcément ouais, de la nouveauté, quelle qu'elle soit. Même si c'est matériel, hein, même si c'est une rupture, je sais pas, avec notre téléphone et qu'il est cassé, on apprend forcément des choses sur soi, sur les autres, sur ce qui nous entoure. Parce que c'est quand justement on quitte quelque chose qu'on prend conscience aussi de qu'est-ce que c'était pour nous dans notre vie, cette personne ou cet objet, ou enfin... Et donc du coup, genre, je raconte mes ruptures, quoi. Bah, j'ai commencé pas par la première chronologiquement, mais plus par celle qui m'a le plus marqué, quoi. Où c'était quand je sors du lycée, quoi, je sors du bac. Ouais, donc j'étais très pote avec Karine, donc, au cours de l'été, bah, il se trouve que voilà, on fait quelques soirées ensemble, on finit par sortir ensemble, quoi. Et enfin, même, ça se passe même très bien, parce que je suis très proche de sa famille, ses parents, c'est presque mes parents à moi aussi, quoi. Et il se trouve que au bout de 3 ans et demi, donc, un peu plus de 3 ans et demi, même, je fais une soirée un peu trop arrosée, on va dire, beaucoup trop arrosée, là. Et j'embrasse une meuf en boîte, quoi. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc, bah, quand je le dis, ça se passe plutôt bien au début, elle prend bien, quoi, et tout va passer dans sa tête, et au final, bah voilà, elle rompt pour ça, quoi. Et moi, ça a été vachement compliqué après pour moi là-dessus, parce que du coup, j'avais presque bâti, genre, des pans entiers de ma vie là-dessus, quoi, sur cette relation-là, parce que je pensais que ça allait assez loin, d'autant plus que c'était quand même peut-être un peu niais à l'époque quand j'y repense, mais on avait déjà choisi, enfin, on parlait déjà du prénom de nos enfants, de se marier, et des trucs comme ça, quoi. Et du coup bah, c'est des pans entiers de ma vie qui sont écroulés, genre, d'un coup, quoi. Et ça laisse un vide qui est assez énorme à combler, et que même aujourd'hui, 2 ans et demi après, c'est toujours pas passé comme une lettre à la poste, on va dire, quoi. Est-ce que ça a impacté le reste? Oui, bah, plutôt largement, parce que du coup, même dans mon rapport à la confiance en fait avec la personne, en fait, ça m'a vachement impacté, même si du coup techniquement, comme si c'est moi qui l'ai trompé plus ou moins en embrassant une fille en boîte, techniquement la confiance, bah, c'est plus elle qui a dû se la prendre dans la gueule, ce problème de confiance. Mais du coup moi au final aussi, parce que quand tu bâtis comme ça quasiment toute ta vie et 3 ans et demi de relation avec quelqu'un, en plus à partir des 18 ans, quoi, c'est pas comme si c'était 3 ans et demi quand t'as 40 ans, quoi. Donc toute ma jeune vie d'adulte, on va dire, de mes 18 à mes 22-23 ans, c'était avec elle, quoi. Et donc du coup, enfin, je pensais qu'il y avait un lien fort, et qu'on rompe juste parce que j'ai embrassé une fille en boîte, et alors que j'étais complètement torché, bah, ça m'a aussi foutu un coup par rapport à ça, quoi. Parce que du coup, après, tu te dis, enfin, ça fait chier, quoi. C'est plus dur après de faire confiance aux gens de manière générale avec qui tu sors, parce que tu te dis, bon voilà, avec n'importe quelle bourde, en fait, les gens ils peuvent se lâcher, quoi. Donc, parce que l'erreur elle reste humaine, et c'est quand même dommage de foutre en l'air une relation pour finalement une erreur qui est assez basique, quoi. Voilà, quoi. Ça s'est calmé, mais c'est vrai qu'au début, ouais, je trouvais ça complètement injuste. Bah, enfin,
Après, faut aussi se mettre dans la tête du coup, faut se dire aussi que 3 ans et demi de relation, justement, où t'as que de la fidélité, que de la confiance et tout. Et là, d'un coup, clac, t'as ton copain qui embrasse une meuf en soirée, quoi. Est-ce qu'il en a pas un peu marre de toi? Est-ce que, voilà, y a plein de questions qui peuvent venir dans la tête et qui peuvent te faire souffrir. Et que même si t'auras envie de rester avec lui au fond, bah, peut-être la bonne décision aussi, c'est la rupture, quoi. Mais je pense, de manière générale, la première grosse histoire, tout le monde s'en souvient et ça marque tout le monde. Et ça reste quelque chose qui sera toujours un peu spécial, que tu mettras un peu toujours à part par rapport aux autres relations que tu as après, quoi. Même si tu pourrais avoir des relations qui peuvent être plus ou moins meilleures après, ou première relation sérieuse et qui finit, bah forcément c'est un truc qui marque, quoi, je pense, tout le monde, quoi. À différents niveaux, mais ça marque tout le monde. Une rupture amicale, j'ai pas vraiment de choses à dire. J'ai jamais vraiment connu ça. La rupture amoureuse, je l'ai vécue, mais souvent ça a été très brutal. La rupture pour moi c'est quelque chose de brutal, ouais, de direct. Je pense que ce qui est le plus intéressant de mon côté c'est plutôt le deuil. Le deuil, j'ai vécu un deuil récemment, enfin, j'ai perdu mes 2 grands-mères du Covid. Et c'était une rupture particulièrement dure parce que tu pouvais pas venir voir ta grand-mère. Et en fait, je l'ai appris à un moment où j'étais pas du tout au courant qu'elle était en soins intensifs et que bah, c'était presque fini. Et je sais pas, c'était. Je sais pas comment expliquer, c'est la période. Enfin, je pensais vraiment à elle, j'avais des moments en tête, mais j'étais en rupture avec ce qu'elle vivait. Et c'est aussi ça, c'est quand t'es dans une relation avec quelqu'un et que t'es pas avec lui et que lui il va disparaître, c'est vraiment étrange parce que tu le réalises pas en fait. Et je l'ai toujours pas réalisé. Et voilà, du coup, je pense que la rupture c'est vraiment quelque chose de. Je sais pas, ça dépend de comment on le vit parce qu'il y a des gens qui vont péter un plomb direct quand ils perdent quelqu'un, quand ils sont en deuil, ils vont imploser. Et puis il y a d'autres personnes qui vont même pas réussir à le conscientiser et à le comprendre. Et c'est en ça que c'est brutal, je trouve. Enfin, c'est un peu paradoxal ce que je viens de dire, mais voilà. Ouais, c'est très étrange. Surtout que bah, quand elle était encore, elle avait toute sa tête et tout, donc c'est la dernière fois que tu la vois, tu te dis mais en fait j'aurais pu faire ça, j'aurais pu rester plus longtemps, j'aurais pu. Et c'est fou en fait, c'est juste, bah, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est le deuil. Et il y a plusieurs phases dans un deuil, tu vois. Au début tu pleures, et puis après tu pleures plus, t'as la rage, t'es trop énervé, et puis ensuite t'as l'impression que t'oublies, tu vois plus le visage de la personne, t'es obligé de voir des photos, des trucs comme ça, et c'est super bizarre. Quand tu perds quelqu'un, même tous les jours, il y a plein de gens qui meurent, c'est logique. Enfin, je veux dire, il y a des morts partout. La mort, c'est la vie, donc c'est comme ça. La rupture, c'est la mort. Et en soi, on sait même pas si c'est une réelle rupture, puisqu'il y a aussi, moi je crois pas mal à des trucs ésotériques et tout. Et dans le cadre de la pandémie mondiale, bah, c'est vrai que tu te penses toujours que ça tombera pas sur toi. Que justement ça se passe autour des autres, mais en fait quand ça se passe pas à toi, tu le réalises pas vraiment. Et même maintenant, je veux dire, je le réalise pas. Je sais pas, mais pour moi c'est quelque chose de vraiment très personnel. Faut vivre avec en fait. Et la rupture elle est partout en fait. Même la rupture elle peut être avant même la mort de quelqu'un, tu peux être en rupture même amicalement avec des gens et sans qu'ils soient morts. Enfin, la rupture c'est pas la mort non plus, donc je sais pas. La rupture c'est juste il n'y a plus de connivence entre 2 personnes. Ça peut même être une rupture de toi, avec un toi du passé, un toi du futur, un toi du présent. Enfin je sais pas, il y a ce truc là aussi dans le mot rupture. Puis, rupture amoureuse, je pense que c'est juste une question d'osmose entre 2 personnes. Donc je sais pas. C'est particulier aussi. Parce que enfin, je sais pas, j'avais souvent entendu dire que genre une relation de couple, ça pouvait être un peu une sorte de mini-religion. C'est comme si bah, on s'aime, on a les mêmes habitudes, les mêmes trucs, on croit tous les deux en soi, on a une confiance mutuelle. Et puis quand bah, on finit par se rendre compte que cette religion, elle est pas en adéquation forcément bah, avec tes mœurs qui évoluent aussi, parce que tout le monde évolue, donc forcément, au bout d'un moment, bah, ça casse et il y a une rupture. J'ai ressenti des ruptures. J'ai ressenti des ruptures amoureuses de manière assez forte.
mais c'était surtout une rupture en moi. Je ressentais pas ce truc-là de ouais, tous les souvenirs qu'on a vécu et tout. J'étais pas mal par rapport à ça, j'étais mal surtout par rapport au fait que cette personne pouvait être intéressée par quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose de très personnel, encore une fois. Parce que ça dépend des relations aussi. Ça dépend de plein de choses. Des fois, une rupture, ça peut être une libération. Ça dépend vraiment, genre. Ça peut être très positif comme très négatif. Donc c'est vraiment. Là, j'ai parlé de beaucoup de négatif. Mais en soi, moi, je vois mon moi du passé, par exemple. Je suis très contente d'être en rupture avec lui, tu vois. Je pense que je vais raconter ma première rupture amoureuse, qui pour moi était un énorme déclic dans ma vie, parce que j'étais en relation avec une femme et j'étais énormément amoureuse d'elle. Vraiment, j'étais folle d'elle, mais j'étais très très jeune. Je devais avoir 16 ans et maintenant j'en ai 19. Il n'y a pas beaucoup d'écart, mais quand même. Et donc cette fille, je la rencontre sur un site un peu comme Tinder, quoi. Donc je la rencontre, on se voit plusieurs fois et on est restés 2 ans ensemble au final. Et en fait, pendant ces 2 ans, ça a été très très compliqué parce qu'elle était bipolaire et elle était diagnostiquée bipolaire, elle était dépressive, elle était anorexique. Donc pour moi, c'était très très compliqué de gérer tout ça. Et une gosse de 16 ans, elle n'a pas à gérer autant de choses en fait. Et donc, j'en parlais pas trop à mes parents, je n'osais pas trop en parler à mes parents parce que ma mère, elle sentait qu'il y avait un truc pas louche avec cette fille. Elle le savait, dès que je la voyais, elle n'était pas forcément pour. Elle trouvait que j'étais trop dépendante d'elle et elle avait totalement raison en fait. Et donc on s'est quittés au bout de 2 ans. Parce que pour moi, ça devenait beaucoup trop compliqué. Et encore, c'est même pas on s'est quitté, c'est elle m'a quitté. Parce que elle voulait me quitter. Mais moi, j'étais vraiment encore amoureuse d'elle, un truc de fou, genre vraiment. C'est vraiment elle qui m'a quitté, alors qu'au final, ça aurait dû être l'inverse. Sauf que moi, j'avais même pas la force de la quitter en fait. Même si cette relation me faisait énormément souffrir. Et donc, du coup, il y avait plusieurs facteurs aussi. Parce que, par exemple, il y a une fois où je suis allée dormir chez elle. C'est un peu gore ce que je vais dire, mais elle s'était taillée les veines, un truc de fou. J'ai pris ma douche partie pendant 2 minutes. Je suis revenue, elle était allongée sur son lit avec une flaque de sang autour d'elle. C'est hyper traumatisant pour une gosse de 16 piges. Et même là encore, je sais que j'ai un traumatisme qui partira pas. Il est toujours là en fait. Et donc on s'est quittés et après elle est partie en hôpital psychiatrique suite à ça. Je pense que c'était un peu la suite logique. Et donc pendant ça, j'ai parlé avec une de ses bonnes potes, que je pensais être une de ses bonnes potes. Et en fait, cette fille, donc elle m'avait fait croire que, elle m'avait dit, oui, je suis au lycée. Quand j'avais 16 ans, elle était censée en avoir 18. Il y avait un sacré âge d'écart en fait. Et donc en parlant avec son amie de fil en aiguille, je lui dis, mais c'est bizarre. Tu fais plus jeune que... tu fais plus vieille que... Et elle me dit, mais Margot, elle est plus petite que moi. Je lui dis, pardon. Elle me dit, comment ça, elle est plus petite que toi? Elle me dit, mais Clémentine, mais elle a 16 ans. Je suis tombée de... je sais pas combien d'étages. Parce qu'elle m'avait menti sur son âge, elle m'avait menti sur son parcours professionnel, elle m'avait menti sur ses parents, sur ses frères et sœurs. Elle s'était créée une histoire en fait, inventé une histoire autour de ça. Et ça m'a perturbée pendant toutes mes autres relations en fait. Je pense que cette fille a contribué à ma destruction personnelle en fait. Et je commence à m'en remettre à partir d'aujourd'hui alors que ça fait 3 ans que c'est passé. C'est hyper compliqué, 4 ans. Mais voilà. Pour commencer, du coup, c'est par rapport à ma mère, la rupture, donc qui m'a abandonné. Pour commencer, déjà, mes parents sont divorcés très tôt. Donc déjà, la rupture a un peu commencé là, le fait de ne pas voir tout le temps mes parents, de voir mon père rarement. Et mes parents sont toujours détestés. Donc ça a toujours été un peu, entre guillemets, difficile à la maison, la petite guéguerre, tout ça. Et quand j'ai commencé à devenir un peu plus grand, ça s'est un peu enchaîné. C'est passé de je te refile le gosse mais je te file pas les couches, ou je te refile pas tous les vêtements, tout ça, à la petite guéguerre ou aux bagarres devant la porte et tout ça. Et puis à un moment arrivé, j'avais 16 ans, 16 ans. Et en gros, mon père m'a acheté un téléphone et ma mère voulait absolument pas que j'ai le téléphone. Et du coup, mon père m'en a acheté un et il m'a fait tu le caches, faut pas que ta mère le chope et tout ça.
Et ma mère a fini par le choper et du coup elle a gardé ce téléphone-là et elle l'a détruit. Et du coup mon père était pas content et du coup pour se venger, il m'a ramené un jour plus tard. Genre la fois d'après il m'a récupéré. Au lieu de me ramener, c'était vacances d'été en plus, donc au lieu de me ramener le 24, il m'a ramené le 26. Donc 2 jours en retard. Et du coup ma mère a porté plainte contre mon père quand je suis revenu, mais en mon nom, sans me prévenir ni rien. Du coup mon père lui a juste reçu une plainte de moi disant que je l'avais entre guillemets un peu enlevé et tout ça et que j'avais pas voulu le rendre à temps et tout ça. Du coup ça fait que j'ai pas vu mon père pendant 1 an. Et au bout de ces 1 an en fait mon père commençait à me manquer forcément. Et surtout que j'avais rien fait et que j'avais envie de m'expliquer avec lui. Et du coup j'ai commencé à en parler avec ma mère. Et ma mère voulait pas en entendre parler, c'était mort, je parlais pas de ce connard et tout ça. Et du coup j'ai fini par vraiment vouloir le revoir et insister. Et du coup ma mère m'a fait écoute, si tu veux le revoir, tu te démerdes pour le contacter, je te filerai pas son numéro, mais si tu vas le voir, c'est fini, tu dégages. Et du coup je me suis dit moi j'y vais quand même, j'ai envie de voir mon père. En plus j'ai toute ma famille du côté de mon père. Ma mère elle s'est reclue toute seule dans son coin à la campagne, elle parle à personne, elle a pas de potes ni rien. Le gros ennui total, j'avais pas d'amis ni rien. Et du coup j'ai fini par revoir mon père. Et du coup ma mère a envoyé un message à mon père en mode tu le gardes, c'est mort. Et quand on est revenu devant chez ma mère, elle a pas ouvert, elle a rien voulu savoir. Et puis voilà, et elle avait fait la même chose à mes 2 grands frères à 16 ans, elle les avait dégagés, mis à la rue aussi. Du coup ça fait que ça n'a pas forcément été facile parce que mon père, je venais à peine le revoir, j'étais juste allé boire un coup avec lui, c'est tout. Et du coup ça fait qu'elle a dit tu le gardes et tout ça. Mais du coup ça fait qu'il y a eu une petite semaine où je me suis retrouvé à la rue et que heureusement que j'étais au lycée en plus à cette époque-là, j'avais 16 ans. Donc j'étais en seconde ou en première, je ne sais plus. Et du coup ça fait que heureusement que j'ai des potes qui m'ont hébergé et que leurs parents ont accepté de me prendre chez eux. Sinon je me retrouvais pendant une semaine à la rue jusqu'à ce que mon père fasse ah oui, elle t'a vraiment laissé, elle veut vraiment pas te reprendre, elle préfère te laisser à la rue, du coup je te reprends. Parce que lui à ce moment-là il était parti du principe que j'étais entre guillemets un traître, que j'avais porté plainte contre lui pour un truc qui était faux et tout ça, donc il voulait pas savoir. Du coup c'est un peu ce côté abandon. Du coup ma mère m'a foutu à la rue, puis du coup ça a créé beaucoup de problèmes après. Je suis entre guillemets tombé un peu dans l'alcool et dans la weed parce que je me suis mis à beaucoup boire et à beaucoup fumer, ce qui fait que j'ai raté la première fois mon bac, ce qui fait que j'ai repiqué une année et du coup je l'ai eu la 2e année parce que je me suis calmé, je me suis dit bon il faut que tu te reprennes. Et après le fait est que du coup ça crée un peu un attachement, je sais pas trop comment dire ça, j'ai pas vraiment vu de médecin par rapport à ça, mais je veux dire du coup ça fait que je tolère plus par exemple, je tolère plus, genre j'aime pas arriver en retard, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas arriver en retard, j'aime pas quand les gens arrivent en retard, j'aime pas quand quelqu'un me dit quelque chose et qu'il fait le contraire. Quand quelqu'un doit venir et qu'il est pas là, je m'inquiète, je fais qu'est-ce que tu fais, t'es où et tout ça, ça a créé un peu ça. Bon après au fur et à mesure des années je travaille là-dessus et ça se règle, mais au tout début avec mes potes j'étais là, je prenais mal s'ils m'invitaient pas à quelque chose et tout ça, je me sentais un peu trahi, un peu abandonné, parce que je me disais merde on veut plus de moi et tout ça. Donc surtout quand t'es adolescent c'est un peu dur, donc il y a eu du travail là-dessus. Mais bon ça va, ça fait 7 ans maintenant, et maintenant il y a presque plus de symptômes, il y en a encore un petit peu mais ça se règle petit à petit. Et voilà, donc je me dis que certaines personnes qui ont pu vivre ça et qui n'ont pas forcément eu la volonté de s'en sortir, je me dis que ça peut être difficile et que ils n'arrivent pas à s'en sortir. Moi ça va, j'ai eu mes potes qui m'ont poussé et qui m'ont montré que ils allaient pas m'abandonner, il fallait que j'ai un peu plus confiance en moi et que c'est pas parce que ma mère m'avait abandonné comme ça que le monde entier allait m'abandonner. Donc voilà, et puis après aussi dans la vie de tous les jours, moi je suis un peu je suis acteur, donc ça va avec mon métier, je parle à tout le monde, je suis tout le temps en train de rigoler, je vais un peu partout, voir tout le temps tout le monde. Donc un peu cette personnalité que j'avais de base m'a aidé à en sortir un peu, mais du coup je me dis que certaines personnes doivent avoir énormément de mal à sortir de ça. Dans ma guérison en fait, par rapport à ça, j'ai mis un peu un mur entre mon père et moi. Et ça fait que du coup je suis pas, je sais pas comment dire, c'est pas que je ressens rien pour lui, mais c'est juste que je m'attache pas forcément à lui. Et que j'ai appris à faire la part des choses et à me dire c'est mon père, mais voilà, derrière tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est capable de faire, faut que je prenne de la distance avec ça.
comme avec ma mère, si par exemple je la revoyais demain, je pense que je lui parlerais, je lui demanderais des explications, mais je me rattacherais pas à elle, je me repartirais pas un peu comme dans les films américains en mode oh, relation père, enfin mère-fils, ça fait des années qu'on s'est pas vu, on va faire du shopping ensemble, tout ça, non. Aussi lui prouver qu'elle avait tort, lui ouvrir les yeux parce qu'elle m'a toujours répété que j'arriverais à rien dans ma vie, que j'étais un gros nul et tout ça. Et que c'est vraiment depuis tout petit, depuis mes 6-7 ans que j'ai le rêve de devenir acteur et d'être dans le théâtre, d'être sur scène, tout ça. Et elle m'a toujours dit que j'y arrivais pas et tout ça, et elle m'a foutu à la rue avant que je puisse lui prouver que j'avais réussi. Parce que j'étais encore en école de théâtre à ce moment-là, dans un lycée spécialisé. Donc juste aussi lui prouver, lui montrer et dire hey, regarde, enfin, j'ai réussi, là j'ai un métier, j'ai le permis, enfin, tout va bien dans ma vie. Et sans toi, donc tu vois, c'est... Et c'est pour ça, des fois, je me dis lui prouver et lui remettre dedans en mode regarde, sans toi, je m'en sors très bien. Et en même temps, je me dis ça sert à rien, enfin, c'est petit de faire ça, de juste aller la voir pour lui dire regarde, j'ai réussi, et puis voilà, parce que je sais pas non plus pourquoi. C'est pour ça que je lui en veux, et je lui en veux pas forcément dans le fond, parce que je me dis je sais pas pourquoi elle l'a fait derrière, parce que après, c'est vrai qu'elle s'était remise avec une femme qui était assez violente et assez manipulatrice et tout ça, et qui, cette personne-là, ne m'aimait pas, me détestait, et avec qui j'ai eu déjà des confrontations physiques, parce que quand t'as 15 ans et qu'une personne te frappe, tu te défends. Et le truc, c'est que ma mère était sous l'emprise de ma belle-mère, quoi. Ma mère commençait à dire quelque chose, ma belle-mère se rapprochait d'elle un peu en me menaçant, en disant tu fermes ta gueule. Ma mère fermait sa gueule et elle allait s'asseoir, quoi. Donc c'est pour ça que je lui en veux pas, je lui en veux parce que j'étais son fils, donc en soi ton fils c'est ce que t'aimes le plus au monde, donc tu le défends et tu fais quelque chose. Si t'as une personne toxique dans ta vie qui est contre ton fils, c'est pas ton fils que tu dégages. Et en même temps je lui en veux pas parce que je me dis je sais pas vraiment dans le fond ce qui lui est passé par la tête et je sais pas les vraies raisons de pourquoi elle a fait ça et tout ça, donc je lui en veux sans lui en vouloir, quoi. Ok, alors du coup il y avait une de mes ruptures qui m'a particulièrement marquée parce que on a eu 2 relations avec du coup cet ex. Donc il y avait la première relation où tout se passait très bien, voilà. Je me suis mise en couple début d'année avec lui, 2019, voilà. Et pour moi c'était vraiment une relation parfaite, il y avait des petites attentions, je l'aidais à avancer, voilà, on était un soutien l'un pour l'autre. Bon, il y avait des bas comme tous les couples, il y avait des disputes, etc. Mais tout allait très bien, jusque du coup au début des vacances d'été 2019, où sans raison comme ça, il m'a quitté du coup juste un week-end en plus que j'avais prévu, que j'avais préparé, etc. pour fêter nos 6 mois, voilà. Du coup il m'a quitté pile devant la salle de sport dans laquelle on devait aller tous les deux. On était sous 40 degrés, du coup c'était un gros choc pour moi. Genre déjà émotionnellement parlant, puis en plus avec le soleil, etc. Puis le fait qu'il y avait vraiment aucune raison. Genre il a mis un terme à notre relation en disant j'ai plus de sentiments, quoi. Sauf que la veille il m'avait déjà dit je t'aime en appel, etc. Je comprenais pas. Et voilà, j'avais très mal vécu cette nouvelle. Puis en plus de ça, faut savoir aussi que j'ai 3 valeurs du coup que je respecte particulièrement. Je sais pas, c'est des limites que je me suis imposées à moi-même. C'est déjà je fais pas de sex ni de plan cul, tu vois, c'est pas mon délire. Je juge pas les gens qui le font, mais moi j'en ai jamais eu envie. Et en plus de ça aussi, je suis quelqu'un de très très honnête et j'aime pas, j'ai pas envie de baiser avec quelqu'un, faire l'amour, je sais pas comment je peux le dire, sans sentiment, tu vois. Voilà, je veux que ce soit dans une relation stable, avec des sentiments réciproques, etc. Et donc quand il m'a quittée, je lui ai demandé mais ça fait combien de temps que t'as plus de sentiments, tu vois. Et il m'avait dit ça fait 1 semaine. Sauf que 3 jours avant on avait eu un rapport et moi ça m'a grave marqué, ça m'a rajouté un petit coup en plus, quoi. Je suis en mode à ce moment-là il m'a pas respecté dans moi et dans mes valeurs, tu vois. Donc voilà, ça m'avait fait un petit choc en plus. Donc j'étais vraiment écroulée par terre en larmes, quoi. J'allais vraiment pas bien. Et ma mère venait de me déposer à cet instant du coup, donc du coup j'avais dû la rappeler en pleurs. Donc c'était encore un petit truc humiliant à rajouter sur l'édifice, quoi. Et du coup j'ai rappelé ma mère en pleurs, elle est revenue me chercher. Et pendant 2 semaines,
je pleurais genre nuit et jour devant ma famille alors que jamais j'avais pleuré devant ma famille et même pas pour une rupture. Parce que j'en ai déjà eu d'autres, des relations, tu vois. Mais là, c'était très très compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bref, je me reconnaissais plus du tout. J'étais plus capable de dormir dans ma chambre non plus, du coup je dormais vraiment sur le canapé, j'étais une épave, voilà, je pleurais la nuit, le jour, je me lavais pas, je mangeais pas, j'avais perdu l'appétit, mais complètement perdu l'appétit, c'est-à-dire que je ressentais pas la faim, et ma mère était obligée du coup de venir avec des petits morceaux de poulet qu'elle avait coupés pour me les ramener et me forcer à manger quoi, sinon je le faisais pas. Donc voilà, après les 2 semaines sont passées et jamais j'avais recontacté du coup ces ex parce que j'estime qu'il y a un respect à avoir, tu vois, dans le sens où ok, si tu veux plus de moi, je vais pas forcer, c'est tout. Donc je vivais la chose très mal, mais voilà. Il faut savoir que moi j'ai jamais eu d'amis, depuis la primaire, donc du coup j'avais personne vers qui me tourner. Donc j'étais seule avec tout ce mal-être et ce sentiment d'abandon qui était vraiment injustifié, genre je voyais pas de raison et du coup je vivais ça très mal. Donc à ce moment-là, pour aller mieux, ce que j'ai fait, genre fallait que je voie des gens. Donc j'ai enchaîné genre plein de dates, tu vois. Mais pas du tout pour avoir ce qu'attendaient les hommes de moi, c'est-à-dire du plan cul, sexe, tout ça. En fait je récoltais l'affection et tout ce qu'ils voulaient, je leur donnais pas. Et donc après ça, voilà, pendant 2 mois ça a été comme ça, jusqu'à la reprise des cours. Et quelques mois après la reprise des cours, je dirais 1 mois à peu près, j'ai rencontré un nouveau mec du coup. On s'est vite mis ensemble, pareil, c'était parfait, genre tout allait très bien. Mais 1 mois après, il a commencé à juste tout le temps me gueuler dessus, mal me parler, s'énerver sur moi, etc. Et du coup, je savais que j'avais rien à faire avec lui, qu'en soi, déjà, les sentiments étaient partis et j'étais maltraitée, genre quel intérêt de rester avec? Mais j'étais incapable de le quitter. Genre comme si j'avais été traumatisée de ma rupture d'avant, je ne pouvais pas le faire. Donc je m'étais complètement perdue, genre c'était plus du tout moi l'image que je sais pas, que je donnais là. Donc du coup je suis restée avec lui. Et à cette période de ma vie, du coup on était en fin 2019, genre octobre à peu près. J'avais pas mal de problèmes de santé, donc que ce soit mental ou physique. Voilà, j'avais très très mal, dû à ma pilule d'ailleurs. Et donc du coup, j'avais ça encaissé. Et il y a une semaine où c'était un peu trop du coup. J'avais encaissé la semaine entière, il y avait eu des disputes de ouf, c'était un cauchemar. Et en fin de semaine, voilà, on était arrivé au dimanche. J'ai complètement craqué, j'ai rappelé mon ex. Ah, donc celui qui m'avait quitté sans raison. Et voilà, donc j'ai encore pleuré au téléphone et on s'est remis ensemble à ce moment-là. Et toute la magie de la première relation était complètement partie. Voilà, on s'est mis ensemble, mais j'avais retrouvé un mec qui au final se droguait plus qu'avant, parce qu'à l'époque je l'avais aidé dans tout ça, il avait complètement arrêté, il était devenu clean. Et dans cette deuxième relation, du coup, j'ai retrouvé un mec pire qu'avant et voilà, il s'énervait aussi sur moi, parce que du coup, je sais pas, ça devait être la drogue qui le rendait comme ça. Et donc voilà, et en plus c'était une relation à distance du coup, vu que pour ses études il était parti à Paris et que moi j'étais restée en Bretagne. Donc la relation continue, mais voilà, elle a perdu toutes ses étincelles, mais je suis quand même amoureuse parce que voilà, au final je l'avais pas du tout oublié, hein. Mais bref, voilà, donc on arrive en février, voilà, les vacances de février, pendant les 2 petites semaines. Et la première semaine j'étais partie à Paris pour le rejoindre du coup. Donc voilà, ça s'était passé comme le reste de la relation. Puis il est revenu avec moi, il est revenu en Bretagne avec moi pour la 2e semaine. Et à la fin, genre avant de prendre le train pour rentrer chez lui, il m'a annoncé quelque chose du coup. Il m'a annoncé que depuis le début, genre la toute première relation qu'on avait eue, le premier jour où on s'est mis ensemble, il ne m'a jamais aimée. Que tout ce que j'avais vécu, c'était un monde d'illusions en fait. Tout était faux. Donc déjà, bye bye toutes mes valeurs, hein. Côté honnête, le fait de pas être une sex friend, au final ils m'ont clairement utilisé comme ça. Donc voilà, mon premier partenaire et mon unique partenaire a été aussi un mec qui n'a jamais eu de sentiments pour moi. Bon voilà, du coup il y avait tout ça. Donc forcément j'ai pleuré. J'ai très mal vécu la nouvelle, mais
je suis conne et aveugle parce que je suis amoureuse, donc j'étais en mode, est-ce que ça veut dire que tu me quittes? Et il m'a dit, non, on fait ce que tu veux en fait, moi je m'en fous, tu vois. Et donc, j'ai décidé de rester avec lui, parce que je suis stupide, et j'étais en mode, mais c'est pas grave, un couple ça n'a pas une définition précise et tout, on peut redéfinir ça, enfin c'est pas grave quoi. Et c'est con, parce que du coup, ça m'a poussée à faire des choses dont j'avais pas envie. Parce que je me suis dit, ok, moi ce qui me retient à lui, c'est l'amour. Et si lui, il m'aime pas, qu'est-ce qui le retient à moi? Et du coup, je me suis dit, c'est le sexe. Donc je me suis forcée sexuellement pour lui. Voilà. Et bref, il était reparti à Paris, etc. Et pour réaliser que tout ce que je vivais avec lui, c'était pas sain, que c'était pas normal, il a quand même fallu que je me fasse déjà agresser sexuellement par un meilleur ami. Et qu'il y a eu le confinement. Parce qu'en fait, cette agression, j'ai pas réalisé que c'était une agression sur le moment. J'ai pas réalisé non plus pendant le confinement, mais pendant le confinement, du coup, mon copain de l'époque devait me rejoindre, passer une semaine avec moi. Et c'est quand il est arrivé, et qu'il était présent dans ma chambre, que j'ai réalisé un peu déjà la gravité de l'agression, parce qu'au final, j'étais incapable de supporter ses mains sur moi, et au-delà de ça, sa présence. Je pouvais pas supporter la présence d'un mec chez moi, alors que j'étais heureuse qu'il vienne de base. Mais là, je pouvais pas. Et ce qui a fait que du coup, on était tous les deux dans le lit, l'un de chaque coin du lit et sur nos téléphones. Et on se parlait pas, et moi j'attendais juste que la semaine passe et qu'il parte. Et au bout de 2 jours, ça me faisait beaucoup cogiter sur ma situation, sur tout ce que je vivais. Et je me suis dit, mais attends, en fait, c'est pas normal tout ça. Genre, lui, il m'utilise, qu'est-ce que je fais avec lui? Genre, pourquoi? Genre, l'amour peut pas me retenir à ce point. Et j'ai perdu tous mes sentiments et je l'ai quitté à ce moment-là. Et voilà. Et après, je l'ai complètement oublié. Genre, le lendemain, il n'existait plus pour moi. Du coup, moi, je voulais parler plus de... Du coup, le moment où j'ai perdu un peu mon innocence, du coup. Après la rupture entre la vie d'enfant et d'adulte. Ça s'est passé genre en mode quand j'avais du coup 15 ans. En fait, je suis rentré dans le monde du travail en faisant un CAP cuisine, en alternance. Et du coup, je touchais mon salaire. Et je versais des thunes, enfin des sous à ma mère parce que genre pas en galère de thunes, tout ça et tout. Et déjà depuis tout petit, plus ou moins, j'étais confronté à ça, tu vois. Et genre en fait, à cette période-là, du coup, de mes 15 à mes 16 ans, du coup, mon frère, il a pris son appart, son logement, et ma mère, elle avait fait un burn-out, du coup, à cause de l'alcool, du travail, et en contrepartie, en plus de ça, mon beau-père, lui, il est alcoolique aussi, enfin, voilà, et du coup, ça m'a beaucoup marqué, parce qu'à cette période-là, ma mère, elle a décidé de quitter aussi l'appart. Et moi, en étant ado, j'étais en mode cool, je vais pouvoir prendre mon appart aussi. À 16 ans, je me dis ça y est, enfin une liberté, tout ça et tout quoi. Et sauf que pendant cette période-là, j'ai vécu pendant 1 mois et demi, du coup, parce que j'ai toujours pas trouvé d'appart, tout ça. J'ai vécu 1 mois et demi dans des cartons de déménagement, dans l'appart où on vivait en fait, dans le lieu familial. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué au fond de moi. Enfin, je me suis pas rendu compte sur le moment, beaucoup plus tard en fait, je me suis rendu compte que ça m'a un peu déchiré de perdre tout ce cocon familial, tout ça. Et du coup, j'ai commencé vraiment à beaucoup fumer de weed, tout ça. Je dealais déjà à ce moment-là, en fait. Et du coup, je fumais énormément, j'allais au travail, je rentrais, je fumais, je picolais déjà. Et genre, par la suite, je vivais vraiment dans des cartons quoi. Enfin, autant de cartons, je vivais dans le salon qui était sur le canapé, j'avais plus de chambre, j'avais plus tout ça, j'avais plus de contact social non plus parce que je travaillais énormément. Et quand j'ai commencé à prendre mon appart, quand je me suis retrouvé dans mon nouvel appart et tout, ça a été très cool, ça m'a fait beaucoup de bien, mais du coup il y a vraiment eu cette cassure entre du coup le foyer familial et chez moi quoi. Et
ma vie d'adulte avec mon chez-moi, mes affaires, et en faisant ses courses pour soi, faire ses papiers, dont la CAF, les impôts, etc. Tout en continuant à travailler en fait. Et à 16 ans, je pense que ça fait beaucoup. Je pense que les gamins n'ont pas l'habitude, enfin ne devraient pas avoir cette habitude-là en vrai. Parce que ce que j'ai vécu vraiment, c'était un relâché, enfin on dirait un lâcher de prise de ma mère. Et c'est vraiment de l'abandon au final. J'ai vécu vraiment comme de l'abandon. Mon père, lui, n'était pas présent vu qu'il travaillait à l'étranger. Et mon frère, on s'entendait pas aussi bien que maintenant, du coup. Donc on se voyait peu. Et moi, les seules personnes que je côtoyais, du coup, c'était du coup mon patron, ma copine de l'époque, et mon grossiste, et les gens avec qui je dealais, quoi. J'ai très peu de réseau d'amis en fait, en fin de compte. Je me suis rendu compte de ça. J'étais, comment dire, socialement, j'avais pas un vrai cercle d'amis, quoi. Je pense que j'ai beaucoup pris sur moi et je l'ai vachement ressenti par la suite. Quand j'ai voulu tout plaquer, j'ai fait une énorme crise d'angoisse, de paranoïa, tout ça. C'est là où je me suis rendu compte que, à 16 ans, on n'est vraiment pas prêt de devenir adulte, quoi. C'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup une charge mentale énorme en fait, vraiment. Et je pense que aucun gamin n'est capable de supporter une charge comme ça, un traumatisme comme ça en fait. Sauf si du coup on y est bien préparé, il y a vraiment de l'accompagnement derrière et tout, enfin ce qui n'a pas vraiment été le cas pour moi. Ma mère elle était genre vraiment en burn-out, elle avait besoin de lâcher prise, mon frère on se parlait pas du tout. Et moi j'ai passé mon temps à fumer, à dealer et à travailler, quoi. C'était quelque chose de très très dur. Je pense que je suis en train de faire petit à petit la paix avec ça. Je fais un travail là-dessus en ce moment et ça m'aide, ça va beaucoup mieux. Mais à l'époque, je me rendais pas compte à quel point ça m'avait touché psychologiquement. Mais avant ça, j'ai perdu mon innocence en voyant du coup ma mère complètement bourrée. Elle frappait mon beau-père parce qu'elle était bourrée. Mon beau-père se droguait dans le salon avec ses copains. Voilà quoi. Et je pense que cette période-là, la période de mes 14 à mes 17, a été vraiment la période où j'ai compris que la vie, elle était remplie de vices. L'innocence permet vraiment d'avoir une légèreté surtout. Et voilà ce que j'en pense. Ma définition du mot rupture, je pense qu'elle s'apparenterait plus à un peu un renouveau aussi.